Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, où vous avez un État mondial avec des blocs continentaux unifiés, dirigés par un grand administrateur pour chaque continent. Et lorsque vous parliez de cette humanité indifférenciée, le grand administrateur du bloc européen porte un prénom et un nom particulier. Le prénom, il s'appelle Mustapha, le nom Meunier. Mustapha, prénom typiquement arabe, Meunier, nom typiquement français, mais il n'est plus arabe, il n'est plus français, il est un produit hors sol, produit du système, indifférencié. Et en 1931, cet ouvrage qui présentait donc un idéal d'État mondial avec une humanité subdivisée en 5 catégories entre les très intelligents, moyennement intelligents et puis ceux qui sont vraiment abétis en fonction de manipulation génétique. En 1931, ce livre était, oui, un bon livre de science-fiction, mais en fait, il devait être rangé dans le rayon sciences politiques. C'est un programme politique. Et si j'ai le temps, je parlerai de Aldous Huxley, de ses origines et de son frère, Julian Huxley, si vous me permettez, ou bien vous avez peut-être d'autres questions. Citez le livre. Vous n'avez pas cité le livre, Pierre. Alors, pour Aldous Huxley, c'est le meilleur des mondes. A Brave New World, qu'on achète à la Fnac à 7-8 euros, je crois, le bouquin, livre de poche. Alors, son origine sociale. Il appartenait à la haute bourgeoisie anglo-saxonne, qui était pour un État mondial, pour l'eugénisme, la sélection de l'être humain. Mais c'est horrible. Ce sont les faits. Et je vais peu à peu, vous allez voir, développer le truc. Et vous allez voir que des mots qu'on entend, on ne connaît pas les ancêtres. Aldous Huxley, donc, eugéniste, partisan de l'État mondial, etc. Aldous Huxley avait un frère qui s'appelait Julian Huxley, qui lui aussi, comme son frangin, avait la même mentalité, bon, État mondial, eugénisme, etc. Eh bien, c'est ce Julian Huxley qui a créé qui est devenu en 1946 ou 47, je ne sais plus la date exacte, le premier président de l'UNESCO. Et tout le monde connaît l'UNESCO en faveur de l'éducation, de la culture. Mais oui, parce que l'éducation, il faut formater les esprits d'une certaine manière. Et évidemment, il faut formater d'une certaine manière en présentant des documents, des rapports qui vont canaliser dans le bon sens, enfin dans le bon sens à eux. Comme par hasard, le premier président de l'UNESCO, c'est Julian Huxley. Truc archi officiel. Je continue. On parle, vous savez, de cet institut qui s'appelle le WWF, archi connu, le World Wide Fund for Nature, enfin la protection de la nature. Le logo est un petit panda. Voilà. Les petits pandas, ils sont mignons, les petits mais pandas. c'est sympa. Et protection de la nature, toute personne censée, pour la protection de la nature, contre la pollution, de l'eau pure, un air respirable, la chose en elle-même est normale. Bon. Qui est le fondateur du WWF? Eh bien, c'est cousin Huxley, non? C'est toujours le Julian Huxley. Lui. Le même. Personne ne le connaît. Et en fait, la création de cet institut, il a un site internet, WWF, il suffit d'aller sur j'allais dire, cliquer sur Histoire, on a tout l'historique avec le fondateur, Julian Huxley, pour vous dire, comme c'est pas un complot, il suffit de lire. Site officiel. Eh bien, le Julian Huxley, pourquoi il a créé cet institut? Dans le but New Age, vous savez, de divinisation de la nature, c'est-à-dire faire de la nature, on appelle ça Gaïa. Gaïa, la mère nature qu'on voit dans le film. Et juste au moment où je parle du film. Normalement, le nom vous échappe à ce moment-là. Hein. On a, vous savez, tous les personnages en bleu. Il est sorti il y a un an. Avatar, voilà. Un point pour Gérard Vaudin. Bravo. Eh ben, Avatar, c'est l'exemple type d'une tribu qui a pour dieu un arbre qui est lié à la nature. C'est cet idéal de divinisation de la nature. C'est typiquement New Age mondialiste. Et très rapidement pour le fameux Julian Huxley, donc premier président de l'UNESCO, fondateur du WWF, qui divinise la nature, qui a été le premier président du WWF, eh bien, le mari de la reine des Pays-Bas de l'époque, à l'époque il s'appelait la reine Juliana, son mari s'appelait le prince Bernhard, et qui a été aussi le premier président du Bilderberg, autre institut mondialiste. Donc on retrouve toujours les cousins, les copains, des liens soit familiaux, soit des liens professionnels. Et c'est archi officiel. Vous allez sur le site du WWF et vous avez toute la liste des présidents, dont le prince Bernhard, qui ensuite a eu comme successeur, un des successeurs, le mari de la reine d'Angleterre, le prince Philippe. Et je demande aux auditeurs d'être très attentifs. Les familles royales anglaises et hollandaises sont très puissantes. Il ne faut pas voir uniquement le carrosse et puis la main qu'on agite devant le bon peuple. Ce sont des familles liées au mondialisme, richissimes, et le cousin... c'est un peu petit détail, le cousin de la reine d'Angleterre, donc Elisabeth II, le cousin qui s'appelle Michael de Kent, et le grand patron de la franc-maçonnerie anglaise.
disons que d'abord la famille royale d'Angleterre, il y a deux familles royales à citer. La famille royale d'Angleterre et la famille royale des Pays-Bas. Ce sont deux familles très liées par l'histoire et par des liens familiaux. Très liés, ils sont très riches. Quand on a l'argent, on a le pouvoir. Bon. Et je rappelle que le premier patron de Bilderberg, c'était le prince Bernhard, qui était, enfin qui est mort maintenant, mais qui était qui est le grand-père du roi des Pays-Bas actuel. Je ne sais plus comment il s'appelle, Alexander, enfin peu importe. Donc le premier patron de Bilderberg, prince Bernhard, qui était donc à l'époque le mari de la reine Juliana, reine des Pays-Bas. Donc déjà, on voit que c'est pas n'importe qui. Dans le cas de l'Angleterre, la famille royale d'Angleterre est très liée à l'oligarchie, à la maçonnerie. Je crois d'ailleurs qu'un des membres de la famille royale, les Buchan, qui ressemble déjà physiquement énormément à Nicolas II de Russie, parce qu'à cause des liens génétiques des mariages, est le grand patron, ou il l'est plus, parce que raison d'âge, je ne sais plus, mais il a été ou il est toujours grand patron de la maçonnerie anglaise. La reine d'Angleterre, évidemment, en fait partie, ne serait-ce que par la trompe d'esprit. Des liens financiers, des liens maçonniques. Lorsque la reine d'Angleterre, il y a un an de ça, a eu des problèmes intestinaux, ça arrive à tout le monde. En gros, pour parler familièrement, la reine d'Angleterre faisait de la peinture au pistolet. Bon. Royale, peinture au pistolet, mais ça, bref, c'était la courante. Vu son âge, direction l'hôpital. Bon, elle est restée 48, 72 heures en observation, vu son âge, ça se fait rien. Mais, chose très intéressante, elle avait vu son rang, c'est normal, c'est tout roi ou reine, elle avait une sorte d'infirmière particulière et qui l'a accompagnée lorsqu'elle est sortie de l'hôpital. Et c'est sorti, enfin la photo était dans tous les journaux anglais, des Libelles, des Télégraphes, etc. La tête de l'infirmière était atroce, une femme de 45-50 ans qu'on verrait dans les films de bourreaux nazis, vous savez, le sourire sadique, vraiment, pitié, je veux pas être soigné par elle. Bon. Mais c'est surtout la ceinture qu'elle avait à la taille, cette infirmière. C'était des emblèmes maçonniques. Mais quand je dis emblèmes maçonniques, vous savez que l'équerre et le compas, ça se voyait déjà rien qu'en regardant la photo, puis en agrandissant, on la voyait encore mieux, mais même en la voyant tout simplement. Et donc c'était très amusant, si on peut dire, de voir ce détail, la reine d'Angleterre qui était accompagnée par une infirmière particulière, enfin spéciale, qui lui était dévouée, et qui avait comme emblème la maçonnerie. Donc la famille royale d'Angleterre est très puissante, elle est très liée à toute cette oligarchie. N'oubliez pas que le prince Philippe donne un surnom à la monarchie anglaise, il l'appelle la firme, parce que c'est une entreprise qui rapporte de l'argent. Ne pas oublier non plus que la famille royale d'Angleterre est liée au monde du judaïsme. J'ai eu l'occasion de parler dans des conférences du franquisme, Jacob Frank au XVIIIe siècle. Le judaïsme joue un très grand rôle dans le combat contre le catholicisme. Théoriquement, ils ont gagné. J'ai bien dit théoriquement. Et le franquisme, Jacob Frank, c'est ce juif polonais qui s'est officiellement converti au catholicisme, mais faussement converti au catholicisme. Et vous allez voir le lien. D'abord avec la monarchie française. Maran, c'est ça? Ah, Maran, c'est pour l'Espagne. Je crois que Maran, c'est comme c'est pour les juifs faussement convertis au catholicisme. Je crois, à vérifier, que Maran veut dire cochon. Ah oui? Oui. Donc, surtout c'est viande impure pour les juifs. Donc, bref. Et vous allez voir les liens du franquisme avec la monarchie française et la monarchie britannique. Le Jacob Frank, donc juif faussement converti au catholicisme, a été suivi par des milliers et des milliers de personnes. Donc, des milliers de juifs se sont convertis faussement au catholicisme. Et dans leur perversion, parce que vous allez voir, c'est une perversion très grande, une perversion d'esprit, leur théorie c'est plus on fait le mal, mieux c'est. Et l'expression qu'ils utilisent, c'est la rédemption par le péché. Plus le mal est grand, raffiné, subtil, plus le bien sera, j'allais dire, en égale valeur. Bon, c'est une théorie complètement fausse. Le bien ne peut être fait et obtenu qu'en agissant de manière positive. Voilà. Elle s'appuie sur quoi, cette théorie? La théorie déréglée
de ces dirigeants talmudiques. Lorsque je cite Jacob Frank, en fait, le grand Manitou dans l'histoire, c'est un certain Isaac Luria, de Lion Sacré, je crois que c'était le surnom qu'on donnait à un rabbin du XVIe siècle. Et pour ceux qui sont croyants catholiques, il y a un mot qui conviendrait pour ces gens-là, possédés par les démons. D'ailleurs, je rappelle que les quelques rabbins qui se sont convertis sincèrement au catholicisme, et donc qui n'étaient plus juifs, et je pense au rabbin Drac, le rabbin Drac qui s'est converti au catholicisme à la première moitié du XIXe siècle, et qui est devenu un catholique exemplaire, irréprochable, un homme d'une très grande valeur intellectuelle, il ne faut jamais oublier qu'il était exorcisé. Car ces gens-là sont marqués par une présence satanique. Donc l'Église dit toujours, fort bien, mais exorcisé. Ah oui, c'est le nettoyage à coup de javel. Hein. Là, je crois qu'il a même été exorcisé 2 fois. Hein. Bon. Par sécurité. Voilà, mais converti catholique de première main, de grande qualité, comme les frères Eman, comme Ratisbonne, vraiment remarquables et des modèles. Bon. Dans le cas de Jacob Frank, dans leur théorie perverse, c'est la rédemption par le péché. Bon. Et tous ces gens-là ont eu des parrains lorsqu'ils se sont convertis et baptisés dans des églises, etc., cathédrales. Et le parrain de Jacob Frank, né dans les années 1760, 1708, je crois que c'est 61-62 dans ces eaux-là, c'est pas n'importe qui, c'était le roi de Pologne, Auguste III. Et donc, malheureusement, Auguste III et les gens qui étaient autour de lui n'ont pas compris la duplicité du mouvement franquiste. Et ces gens faussement convertis au catholicisme ont été très souvent anoblis et ont eu de l'argent. Donc ils ont occupé des postes clés. Ils ont donc pourri la société polonaise et la cour de Pologne. Je dis ça parce que parmi tous ces gens qui se sont faussement convertis au catholicisme et qui ont été anoblis, vous avez une famille qui s'appelle la famille Brzezinski. Et le descendant, Zbigniew Brzezinski, est un membre de la noblesse catholique polonaise à l'origine. Hein, et il descend de ces pseudo-convertis franquistes. Donc ça permet de comprendre aussi la duplicité de ces gens-là qui sont apparemment catholiques, mais en fait qui ont une politique mondialiste et au service de la synagogue, parce que c'est ça le fond de l'histoire. Jacob Frank s'est faussement converti, il a eu comme parrain Auguste III de Pologne, mais Auguste III de Pologne c'était qui? Outre le fait qu'il était le roi de Pologne, c'était le grand-père de Louis XVI et de Louis XVIII de Charles X, puisque sa fille, Marie-Joseph de Saxe, a épousé l'héritier du trône, le fils de Louis XV, et la femme est très importante parce que c'est la femme qui transmet l'âme du foyer, les qualités, des défauts, et on ne transmet pas uniquement son ADN, on transmet son origine sociale et ses idées. Alors quand vous pensez de manière tordue, vous transmettez à vos enfants vos manières tordues, vos vices, au même titre que si vous avez des qualités morales, de droiture innées, vous transmettez aussi ces qualités. L'enfant, le bébé, est imprégné d'une atmosphère, quand elle est bonne, c'est merveilleux, quand elle est mauvaise, ça est pareil, mais imprégné. Donc vraiment des conséquences énormes, et on comprend beaucoup mieux le comportement de Louis XVI, qui a eu des comportements illogiques en tant que roi catholique. Et c'est pas pour rien que, par exemple, Louis XVI a payé sur sa cassette personnelle les réparations de la synagogue de Metz. Une chose qu'il n'aurait jamais dû faire en tant que roi de France et vient dans la crise, puisque la synagogue est l'ennemi du catholicisme. Donc il y a des choses illogiques, même si à la fin, Louis XVI s'est récupéré de manière admirable. Là, c'est une faute. Bon. Ces franquistes qui ont été essentiellement la noblesse polonaise, il y a eu quelques-uns parmi la noblesse allemande et quelques-uns parmi la noblesse de Bohême et de Moravie. Et vous allez voir les liens en particulier avec l'Angleterre, et je vais arriver à la monarchie britannique, il faut parler des intermédiaires. C'est que vous avez eu parmi ceux qui se sont convertis faussement, la famille, je crois qu'elle s'appelait Cowton, dont une des femmes de la noblesse a été dame d'honneur de la tsarine, voilà, au début du 19e siècle. Et elle s'est mariée avec un autre franquiste qui s'appelait Battenberg. Les Battenberg, qui étaient aussi donc des franquistes faussement convertis au catholicisme. Et ces Battenberg, au 19e siècle, ont émigré et se sont installés en Angleterre. Et ils ont changé leur nom. Batten n'a pas changé, B-A-2-T-E-N, mais Berg en allemand a été traduit en anglais par Mount, M-O-U-N-T. Ils sont devenus les Mountbatten. Vous voyez tout de suite les liens avec la famille royale d'Angleterre. Et donc on voit que la famille d'Angleterre, génétiquement, descend en partie, entre autres, de cette branche franquiste, avec toutes les idées frelatées qui vont avec,
Donc on comprend beaucoup mieux la marche du mondialisme. Vous savez, pour faire le mal, il ne faut pas le faire toujours à l'état pur, il faut le diluer avec du bien. Donc il y a des côtés positifs, plaisant la monarchie anglaise, qui en impose par apparemment une certaine rigueur, tout le tralala qui va avec, puis en même temps le poison qui diffusait, et qui se diffuse et qui empoisonne vraiment. Voilà. Donc il faut connaître l'influence du franquisme dans la monarchie britannique, et puis je rajoute un autre élément, et là je vais donner les deux sources. Il est dit que l'épouse de l'héritier du trône, le prince William, Kate Middleton, descend par sa mère d'une famille juive. Et dans la religion juive, on est juif par la mère. Vous avez des sites juifs qui disent que non, c'est faux. Et vous en avez d'autres, et un en particulier, les juifs orthodoxes, qui eux disent qu'au contraire c'est vrai. Alors c'est intéressant de voir que les juifs orthodoxes, qui sont très puristes, disent que Kate Middleton descend côté maternel de juifs, ce qui fait que la famille Goldsmith, je crois, c'est très intéressant parce que, étant très puristes, dès qu'il y a de la moindre doute, moindre tâche, ils ont tendance à rejeter le truc. Si eux le disent avec fierté, qu'elle est vraiment descendue par sa mère d'une famille juive, l'héritier du trône, le petit George, elle est juive par sa mère. Et donc, toujours selon la tradition juive, ce serait l'héritier du trône d'un juif. Chose très intéressante. Donc, vous savez donc ceux qui disent non, pas du tout, qui disent non, non, c'est faux. Un courant juif qui dit que c'est faux. D'autres, comme les juifs orthodoxes, qui le disent. Donc on balance entre les deux, mais là où il y a une chose quand même très intéressante, et ça c'est une chose officielle qui est archi-officielle parce que là tout le monde peut le vérifier, lorsque Kate Middleton est allée accoucher, elle a demandé à accoucher dans l'aile de l'hôpital qui a été construit par un ancêtre juif qui s'appelle Lidon, je ne sais plus exactement le nom. Et ça, elle a demandé. On a envie de dire pourquoi accoucher à tel endroit de l'hôpital. Oui, parce que ça a été construit, et ça porte le nom d'ailleurs du fondateur qui a payé les... Voilà. Donc, si elle l'a fait, c'est qu'elle voulait peut-être parachever une lignée... voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir les liens très profonds entre la monarchie britannique et le judaïsme. Je rappelle quand même que le sionisme a été reconnu par le gouvernement britannique avec, en arrière-fond, la famille royale britannique, avec en 1917 la fameuse déclaration Balfour, qui n'est pas... C'est pas Balfour à l'origine. Officiellement, c'est lui à l'origine de ce texte. Enfin, officiellement, mais réellement, officieusement, c'est Alfred Milner, qui était le bras droit de Cecil Rhodes et qui travaillait dans toutes ces oligarchies proches de la famille royale britannique. Et il faut se rappeler que la déclaration Balfour, qui devrait donc en fait s'appeler déclaration Milner, a été adressée au représentant sioniste anglais Rothschild, lui-même qui était chapeauté par la Fédération mondiale sioniste de l'époque, dirigée par un certain Chaim Weizmann, qui en 1948 est devenu le premier président de l'État d'Israël.